Visiteur du soir, c'est Rachid Benzine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes islamologue, chercheur, auteur de ce petit ouvrage « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» aux éditions du Seuil. C'est un dialogue épistolaire entre un père et sa fille qui est donc parti faire le djihad en Irak. Un dialogue de haut niveau intellectuellement, on va le voir, et très fort sur le plan émotionnel. On comprend vite pourquoi d'ailleurs dans le livre. Le père est prof de fac, il est veuf, il a élevé sa fille tout seul. Moi, la première question que je me suis posée, c'est si c'était écrit sur la base de témoignages réels. Comment vous vous êtes documenté? À partir de quoi vous avez écrit ce livre? Je me suis documenté et j'ai beaucoup travaillé sur les processus de radicalisation, puisqu'après le 13 novembre, à travers la tragédie que nous avons connue, d'un point de vue académique, je me suis retrouvé avec un certain nombre de chercheurs pour essayer de comprendre, je dirais, les motivations. J'ai rencontré des jeunes, notamment en prison, qui étaient revenus de Syrie. J'ai rencontré un certain nombre de parents qui n'ont rien vu venir vis-à-vis de leurs enfants qui sont partis rejoindre Daesh. Et donc c'est à la fois à partir de mon travail de recherche, d'analyse, notamment sur le Coran, sur les discours de Daesh, et cette fiction qui en tout cas, que j'ai essayé de mettre en avant. Alors je le disais, on est dans l'émotion au début, et puis très vite, ça devient un vrai débat d'idées, une confrontation finalement entre deux intellectuels, chacun argumentant pour convaincre l'autre de le rejoindre. Nour, la jeune fille, est totalement convaincue de défendre une cause louable et avec beaucoup de sincérité. Elle aide les pauvres. Oui, beaucoup de jeunes nous disent qu'ils partent pour améliorer le monde, pour aider les populations qui sont ciblées. Et donc, elles sont à la recherche d'un idéal. Et ce qui m'intéressait, c'est que dans toutes les analyses que nous faisons, ce sont des analyses de groupe, on a rarement des parcours individuels en termes d'études. Ce qui m'intéressait, c'était de personnaliser, c'est-à-dire au lieu de sortir des catégories de pensée avec lesquelles nous sommes en train de penser l'événement, parce que c'est un événement qui est impensable, donc il va bien falloir un moment le penser. Donc j'ai essayé de prendre deux personnages situés, je dirais, dans une temporalité, dans un pays, et avec une confrontation en termes de pensée, parce que Daesh, c'est aussi une idéologie. Et donc il s'agit aussi de déconstruire cette idéologie. Et voilà que le père, qui a appris tous les outils critiques de la raison critique à sa fille, et ces mêmes outils, au nom d'une liberté, elle va les utiliser contre les arguments qu'il est en train d'avancer. Mais d'ailleurs, c'est intéressant dans le livre, on voit que l'un et l'autre s'accusent d'être victimes d'une propagande. Alors, il y a la propagande de Daesh, que nous, ici, on connaît bien, mais la jeune fille dit à son père, mais toi aussi, tu es victime d'une propagande occidentale. Oui, absolument. C'est-à-dire que là, on est au niveau de la pensée, on est au niveau de la théorie du complot, on est au niveau, finalement, de la limite de la raison. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que va devenir cette pensée? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que peut encore la pensée quand elle est incapable de sauver les siens? Donc, cela nous montre aussi les limites de notre propre raison. Et donc, il s'agit aussi de déployer d'autres sources pour penser l'événement. Alors on assiste à toute une palette de sentiments, on les voit évoluer. Lui est d'abord dans une culpabilité immense, et d'ailleurs il le sera tout au long de sa correspondance avec sa fille. C'est même le titre de ce livre. Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Il y a une immense culpabilité du parent de ne pas comprendre ce qui se passe, d'où ça vient. Oui, parce que je crois que c'est incompréhensible. Parfois, on a beau éduquer nos enfants, on a beau leur donner la meilleure formation, et là, il lui a donné une formation à la fois théologique, religieuse et philosophique. Et malgré ça, elle va rejoindre Daesh. Et ça, c'est finalement l'incompréhensible pour beaucoup de parents. Et puis c'est un universitaire, un prof de fac, un intellectuel, c'est peut-être encore plus incompréhensible. On est presque surpris qu'elle ne coupe pas les ponts, parce qu'il est quand même agressif. Il lui explique qu'elle cautionne des monstruosités. Finalement, elle ne lui en veut pas. Est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Parce qu'on entend des jeunes, des témoignages, dire moi j'ai coupé les ponts avec mes parents, je les considère comme des mécréants. Ou des témoignages de parents d'ailleurs qui disent ça, qui en souffrent beaucoup. On a souvent ça en ce qui concerne les pères. Vis-à-vis des mères, il y a souvent un contact lorsque le garçon est parti. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre le père, parce que vis-à-vis de cette tragédie que nous traversons, on entend très peu les pères des enfants partis. Et donc, il fallait amener ce père, mais en même temps, il fallait qu'il y ait une fille, parce qu'il y a aussi un certain nombre de filles qui partent pour un idéal, et il faut que nous soyons capables, de comprendre cet idéal. L'abbé Pierre a une très belle citation qui dit qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et voilà que Daesh est un objet de colère qui est lié à notre propre histoire, à la fois du monde arabe, mais aussi dans notre rapport de l'Occident vis-à-vis du monde arabe. Mais justement, est-ce que ça pose la question d'une éventuelle culpabilité d'un Occident qui propose finalement du vide, qui ne propose pas grand-chose, ou en tout cas pas assez de spiritualité à ces jeunes qui sont en quête de sens de leur vie?
Il y a une véritable quête de sens et nous sommes en crise de sens. Nous n'avons pas d'idéal à proposer à notre jeunesse. C'est-à-dire que Daesh propose 4 rêves. Le rêve du califat à travers l'unité du monde musulman, le rêve de la dignité qui est très important, le rêve de la pureté et la quête du sens. Et donc, il faut un moment qu'on puisse se poser qu'est-ce que nous avons à proposer à notre jeunesse, mis à part... Pour contrebalancer, pour faire contrepoids. Oui, mis à part 2 points de croissance ou 2 degrés de réchauffement climatique, qu'est-ce que nous avons comme idéal? Et je dirais, Daesh est le miroir du manque de notre idéal. Et la jeune fille dénonce aussi une sexualité déchaînée, sale, dégradante, je cite le livre. L'Occident doit se remettre en question? Absolument, je pense que nous devons tous nous remettre en question sur notre manière hégémonique de voir les choses et qu'il y a à la fois un travail critique interne à faire du monde musulman et du monde arabe vis-à-vis de tous les échecs après les indépendances, parce que ce n'est pas à chaque fois à cause de l'Occident, mais nous avons contribué aussi au malheur de cette population. Mais d'ailleurs, la jeune fille pose des vraies questions géopolitiques. Elle explique que les puissances occidentales installent des dictateurs dans les pays arabes parce que ça les arrange, ça arrange leurs intérêts. Daesh pourrait aussi être issu d'un réveil de ces peuples qui ont compris qu'ils avaient été dupés complètement. En tout cas, Daesh est le fruit de toute cette duperie, de tous ces mensonges, puisque nous avons menti à propos de la guerre d'Irak je dirais en 2003. Et donc cela doit nous interroger notamment sur la théorie du complot, c'est-à-dire que nos jeunes ne croient plus à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils lisent, et donc ils remettent tout en cause, ce qui est une bonne chose d'un point de vue critique. Mais à force de tout remettre en cause, il n'y a plus de socle sur quoi appuyer un fondement. Et d'ailleurs, on sent que le père est dans le questionnement en permanence. Au contraire, la jeune fille est apaisée, elle est sereine, elle parle de paradis. C'est peut-être ce qui est un petit peu troublant d'ailleurs dans votre ouvrage, c'est que vous ne rendez pas sympathique Daesh, évidemment, et la fin est absolument tragique. Et évidemment, à aucun moment vous n'excusez Daesh, mais vous cherchez des explications et ça pourrait presque convaincre un ado qui lirait ce bouquin. Est-ce que vous en avez conscience de ce risque ? En tout cas, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'on puisse écouter les deux arguments et qu'on soit confronté, même parfois, je dirais, à force d'écouter Nour, cette fille, on est mal à l'aise, parfois on est en colère contre elle, parfois on pleure vis-à-vis de ce qu'elle dit. Et il faut être capable d'écouter cela, même si cela nous fait mal. Et la question, c'est comment ne pas renoncer à comprendre quand même les liens du sang se défont quelque part. Parce qu'entre ce père et cette fille, c'est cette déchirure-là qui est importante dans le texte. Plein de raisons à son départ. Le sort des Irakiens bombardés, les Américains qui, dit-elle, attaquent comme s'ils jouaient aux jeux vidéo. Et puis une espèce d'orgueil communautaire. Alors ça, c'est une notion intéressante que j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Le sentiment de l'oppressé qui se réveille enfin et se venge des années d'humiliation par l'Occident. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est-à-dire que le monde arabe est dans l'humiliation. Donc il est dans le ressentiment et il pense qu'une bonne partie, je dirais, de son échec est liée à la politique occidentale. Mais à juste titre, selon vous, un sentiment d'humiliation justifié ? Oui, ce sentiment d'humiliation existe. Je pense que notre politique depuis les indépendances a participé à cela. C'est-à-dire que tout ce que dit Nour, on peut le voir parce que c'est suffisamment documenté. La question, c'est, elle a une connaissance qui est très importante. La question, c'est, est-ce que la connaissance sauve ? Et on voit bien que Daesh va utiliser cette connaissance dans un autre objectif qui est plutôt la destruction du monde pour l'avènement de ce que eux pensent être ce nouveau monde. Et alors le père, lui, il vit un islam totalement normal, traditionnel. Il est pratiquant, il fait les 5 prières par jour. Ça, c'était votre message à vous pour expliquer qu'il y avait quand même, il existe quand même un islam complètement normal et conciliable avec tous les autres peuples ? Absolument, c'est-à-dire que 1 milliard de gens à travers le monde qui sont musulmans vivent leur islam de manière paisible. Et ce qui m'intéressait, c'est en déplaçant la question dans le monde arabe, c'est de montrer que finalement, au-delà des différences qui sont irréductibles entre ce que nous pouvons appeler l'Occident et l'islam ou le monde de l'islam, les tristesses, les rêves et les souffrances sont partagés par tous les hommes de cette planète. Et puis ce qui est frappant, c'est que cette jeune fille, elle écrit très bien, elle est très cultivée, elle est lettrée, c'est une ancienne étudiante brillante. Ça, c'est pour montrer que ça peut tomber sur tout le monde ? Absolument, parce que lorsqu'on regarde le parcours des jeunes qui partent, moi j'ai eu l'occasion d'aller en prison et j'ai rencontré des jeunes qui étaient très brillants. Ce ne sont pas simplement des jeunes qui sont paumés ou qui ont des problèmes économiques et sociaux. Nous avons affaire à une véritable idéologie et cette véritable idéologie propose une révolution dans le monde. Donc il faut qu'on arrive à accepter et à travailler sur cette idéologie qui est une idéologie à la fois politique et théologique. Et donc il va falloir travailler sur ces 2 dimensions.
Vous avez été en contact avec Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, pour d'abord, est-ce que vous lui avez envoyé ce livre? Est-ce que vous avez eu un retour? Et est-ce que potentiellement ce livre pourrait être diffusé dans les collèges, dans les lycées? En tout cas, je lui ai envoyé parce que je la connais et donc j'attends son retour. Mais ce texte a été joué il n'y a pas si longtemps à Liège et à Bruxelles. Et il a eu un fort impact et un certain nombre de professeurs souhaiteraient travailler sur ce texte avec leurs élèves, notamment des professeurs de philosophie, sur l'argumentation et le proposer comme outil pour amorcer un certain nombre de débats. Oui, parce qu'il y a une vraie identification possible avec cette jeune fille à laquelle pourraient s'identifier plein d'autres jeunes filles. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup Rachid Benzine. Julien Domel est en train de nous rejoindre. C'est lui qui va signer votre carte de visite. Je le laisse entre vos mains. Bonsoir Rachid. Bonsoir Julien. Je voulais d'abord vous montrer une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez sûrement très bien. On va peut-être la voir à l'image. C'est le roi Mohamed VI, tout simplement, à la terrasse d'un café parisien, entouré de Michel Polnareff, on le reconnaît, Jamel Debbouze, et de vous, enfin, un de vos livres qui est posé sur la table, Les nouveaux penseurs de l'islam. Ça a été évidemment remarqué par les internautes. Ça vous fait quoi d'être le livre de chevet ou de terrasse de café du roi Mohamed VI? Cela fait plaisir de savoir que les grands de ce monde lisent ce type de texte. Et donc, c'est pour moi, moi qui suis d'origine marocaine, j'en suis honoré. Et j'espère que la lecture de ce livre, mais d'autres aussi, parce que nous sommes plusieurs, j'espère que ça sera l'occasion aussi de renouveler la pensée islamique pour qu'elle puisse faire face aux défis qui nous attendent. Et vous vous retrouvez dans le discours du roi Mohamed VI, qui s'est fait encore le mois dernier, au mois d'août en tout cas, dans son discours, le chantre d'un islam modéré, pourfendeur des djihadistes? Oui, je me suis retrouvé complètement. C'est un discours, je dirais, inaugural. C'est un discours qui a été très important dans le monde et je pense qu'il marque une étape. Maintenant, il va falloir le transformer de manière concrète aujourd'hui. Mohamed VI qui vous a décoré également de l'équivalent de la Légion d'honneur. Ça vous fait sourire? Vous êtes gêné? Non, mais vous en savez des choses. Oui, c'était au mois d'août, oui, c'était au Maroc. Oui. Et vous l'avez dit, vous êtes né au Maroc, vous êtes parti pour Trappes dans votre enfance. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être décoré par votre pays d'origine? Je pense que c'est une grande marque de reconnaissance, mais c'est surtout... je crois, un cadeau qui est fait pour mes parents qui ont fait le sacrifice à la fois de venir ici et qui nous ont transmis véritablement le meilleur. Et donc, je crois que cette décoration leur revient avant tout. On l'a évoqué il y a quelques instants, votre lettre à Nour, on retrouve Nour jouée sur les planches à Liège notamment. C'est un moyen, le théâtre, de faire passer le message différemment ? Je pense que le théâtre est un véritable moyen. Pendant très longtemps, je n'allais pas au théâtre et ces dernières années, j'ai eu l'occasion de découvrir les expériences de vie que l'on peut partager et les émotions. Et je pense que tout ce qui peut relever de l'art, de la culture, là où les gens peuvent se rencontrer pour partager une émotion est le bienvenu aujourd'hui. Et il y a eu cette pièce dont on a beaucoup parlé, Djihad, qui a été également montée sur ce sujet. Vous l'avez vue? Est-ce que vous en avez pensé? Oui, d'abord parce qu'Ismaël Saïdi est un ami que j'ai rencontré en Belgique et il devait venir en France et que suite aux événements que nous avons eus, la plupart des villes avaient renoncé et on a eu l'occasion de le faire venir à Trappes, là d'où je suis issu, dans un lycée. Et donc il y a eu toute la presse et les lycées et c'est à partir de là qu'il y a eu un retentissement français. Vous parlez beaucoup de rencontres, de dialogues. C'est comme ça qu'on vous a connu en 1998, avec un ouvrage avec le père Christian Delorme. Ouais. Nous avons tant de choses à nous dire. Tout a commencé là. C'est donc le dialogue entre un musulman et un chrétien. Ouais. Vous étiez des pionniers finalement. Oui, en tout cas, Christian Delorme est d'abord un ami depuis plus de 20 ans. Et moi, en tout cas, à Trappes, dans le domaine associatif, un certain nombre de prêtres et de bonnes sœurs nous ont aidés. Donc, du coup, le rapport à l'altérité, je l'ai connu d'abord à travers une amitié, à travers un faire sur le terrain. Et donc, c'est ce que j'essaye aujourd'hui, toujours à la fois de converser, de participer et de faire des choses ensemble. Alors, faire des choses ensemble, il y a aussi un peu de débat ou de controverses dans votre milieu, dans l'islamologie, pardon. On sait que des Gilles Kepel, des Olivier Roy n'hésitent pas à afficher leurs divergences. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a une guerre d'islamologues aujourd'hui ? C'est normal qu'il y ait une guerre interprétative, je dirais un conflit d'interprétation, c'est tout à fait normal dans le milieu universitaire. Simplement, il y a des codes, il y a une éthique qu'il faut respecter, il y a un cadre universitaire et la conversation et le débat, on
doit pouvoir respecter l'autre sans pour autant l'insulter. Alors vous venez justement d'une autre discipline, vous avez été champion de kickboxing, il me semble, dans les années 90. Ouais. Est-ce que l'islamologie, c'est aussi un sport de combat? C'est le plus grand sport de combat que je connaisse. C'est-à-dire, c'est quoi les techniques, c'est quoi la stratégie à adopter? C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont croyants, qui sont dans des cadres de croyance. Et donc, ils pensent que ce qu'ils disent est vrai. Quand vous déplacez la question sur le principe, en tout cas sur l'analyse historique ou anthropologique sur un autre cadre, automatiquement, vous désarçonnez les gens. Donc, ils ne sont pas habitués à lire cela. Parce que, par exemple, l'historien ne va pas se poser la question de savoir si le Coran est parole de Dieu ou pas. Ça la relève de la théologie, de la croyance. Et donc, le fait de regarder le Coran à travers le prisme, par exemple, des sciences humaines, déstabilise beaucoup de croyants. Vous avez fait du sport de combat, mais aujourd'hui vous écrivez et votre livre est très touchant. Cette correspondance entre un père et sa fille partie faire le djihad, ça s'appelle Nour. Pourquoi n'ai-je rien vu venir? C'est un petit bouquin de 80 pages, ça se lit très vite et c'est un vrai régal. Merci Rachid Benzine d'avoir été notre visiteur du soir. Merci Julien et à tout de suite pour l'essentiel de l'info. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur, bonjour. Très bien. Alors, ça fait 9 centimes. Au revoir. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, une cerise.